Bonjour et bienvenue à cette nouvelle façon de s'adresser à vous. Je suis aujourd'hui en direct de chez moi en fait avec mon ami le blogueur Jonathan Guernon du blog technovore.com. On va essayer hebdomadairement dans un premier temps de s'adresser à vous avec de cette nouvelle façon. Je vous demanderai d'être un petit peu indulgent parce qu'on a fait beaucoup de bricolage pour arriver à être les deux sur le même écran, donc il se peut qu'il y ait des petits bugs techniques dans les premiers temps. Donc, on va traiter d'actualité, on va traiter de matériel, on va essayer de vulgariser un petit peu la technologie pour la rendre un peu plus compréhensible. On va commencer par quelques actualités. Je sais pas si tu as vu, Jonathan, il y a récemment le New York Times qui a annoncé qu'il avait l'intention de rebondir un petit peu sur la vague de WikiLeaks, en fait, peut-être de rendre plus facile l'accès à l'information. Ben écoute, David, oui, j'ai vu ça, sauf que je me demande si c'est pas un truc commercial que le New York Times essaie de lancer, là, justement, avec les vagues WikiLeaks, là, à savoir s'ils veulent pas que les gens leur écrivent des articles pour eux, dans le fond, là. Ben, je sais pas si rappelle-toi un petit peu la façon dont ça avait fonctionné avec WikiLeaks à l'époque. Ils avaient envoyé à des gros médias nationaux une quantité phénoménale d'informations qu'après les médias avaient décidé de diffuser par leurs propres moyens, soit Internet, soit directement écrit. Je pense que le New York Times, ce qu'ils veulent là directement, c'est arriver à avoir une place où les citoyens vont pouvoir envoyer du contenu assez simplement en l'envoyant directement sur leur site Internet. Oui, oui, c'est ça. Sauf que moi, je trouve, en tout cas, avec ce que j'ai lu, je trouve ça un peu plat de la part du New York Times parce que normalement, ils auraient payé pour avoir ces articles-là, puis là, ben, ils vont donner, entre guillemets, l'opportunité aux gens de leur envoyer, mais gratuitement, en utilisant justement le canal un peu Wikileaks, là. Probablement aussi que c'est pour essayer de profiter de l'envie des gens d'être un petit peu à l'avant-plan. Donc ça va leur prendre probablement une grosse armée d'avocats et des recherchistes qui vont devoir croiser toute l'information. Oui, puis Wikileaks, on sait que c'est déjà quand même la référence, et que je sais pas comment ils vont se prendre pour aller chercher ces gens-là et faire un site meilleur, dans le fond, là. Ouais, bah, de toute façon, regarde, on va voir, le New York Times a l'habitude de vérifier ses sources puis d'être quelque chose d'assez solide. Donc, d'ici quelques semaines, on devra avoir la vérité là-dessus. Faut savoir aussi qu'il copie un peu le modèle de la chaîne Al Jazeera, la chaîne arabe, qui a instauré à peu près le même système pour que ses téléspectateurs puissent envoyer du contenu. On a vu aussi dans l'actualité, il y a eu un rapport qui a été émis par une université espagnole qui dit que au niveau du piratage, parce qu'on parle beaucoup de piratage, on parle beaucoup de droits d'auteur en ce moment sur Internet, qu'au niveau du piratage, il y a à peu près une centaine de personnes à travers le monde qui sont responsables de 75% du contenu téléchargé. 75% du contenu, puis bon, on dirait que le restant de ces gens-là, dans le fond, ce serait les compagnies qui s'occupent des copyrights, de tout ça, qui seraient responsables de l'autre partie, qui ne serait pas nécessairement du vrai piratage. Puis là, bon, on nous dit aussi dans cette étude-là qui a été suggéré, bon, comment je pourrais dire, d'aller cibler ces gens-là, ce groupe de piratage-là, pour anéantir le piratage, mais je ne sais pas si... moi, en tout cas, je suis sceptique, là. Je pense que si on détruit une place, c'est comme des pissenlits dans le piratage, là, ça va repousser automatiquement, là. Ben, il y a juste à voir la façon dont ça fonctionne, hein. Regarde, la plupart du temps, bon, maintenant, le piratage, le téléchargement illégal, ça se fait à travers le protocole BitTorrent. BitTorrent, pour se rappeler rapidement, tu commences à télécharger un morceau de fichier, et puis tous les gens qui sont sur Internet en train de télécharger le même fichier, s'ils sont plus proches de toi, plutôt que d'aller le télécharger sur le serveur d'origine, ils vont venir en prendre des petits bouts chez toi, puis des petits bouts chez ton voisin s'il prend la même chose. Donc c'est sûr que ça augmente énormément la vitesse de téléchargement, mais en même temps, ça augmente aussi les risques parce qu'on met en évidence notre adresse IP. Donc si le pays dans lequel on se trouve a décidé de faire la chasse et qu'il a embauché des compagnies qui font la collection d'adresses IP de gens qui téléchargent, ça peut être relativement dangereux. Donc si Pirate Bay, qui est la plus grosse source sur Internet, a mis en place un système de réseau privé où on peut payer pour cacher son adresse IP, mais c'est encore pas utilisé par beaucoup de monde, ça commence à devenir relativement dangereux au niveau de la loi. Oui, ben c'est ça, mais je pense qu'en les fournisseurs Internet n'ont pas encore décidé de bloquer ça assez
partout dans le fond pour que ça soit utilisé, mais c'est sûr que si ça arrive, je crois que les gens vont aller faire ces trucs-là. Puis de toute façon, comme tu le dis, le BitTorrent, c'est des gens qui partagent les fichiers. Fait que oui, il y a des groupes ciblés qui partagent des trucs qui sont signés, qu'on sait que bon, quand ça vient d'un pirate X, bon, c'est de la bonne qualité en tant que tel, mais il va en avoir d'autres qui vont le faire. Puis les gens vont continuer à se partager ces fichiers-là quand même, là. Effectivement, mais si tu regardes au Canada, actuellement, la loi est encore assez pernicieuse. On peut faire à peu près ce qu'on veut au niveau du téléchargement. Les États-Unis ont commencé à sévir, mais d'après ce que j'en sais, en France, il y a une loi qui a été votée qui s'appelle Adopi. En fait, c'est plus une autorité de surveillance qu'une loi, ils ont mis en fait un système de réponse gradué en place. C'est-à-dire que si l'organisme qui est mandaté par le gouvernement et les ayants droit, c'est-à-dire les compagnies productrices de contenu avec des droits d'auteur, si Adopi arrive à repérer des internautes qui sont délinquants, ils vont dans un premier temps envoyer un courriel disant hey, c'est pas correct, arrête de télécharger, sinon on est en train de te surveiller. Et si l'internaute continue, une deuxième fois, il va y avoir une lettre enregistrée qui va être envoyée, qui va vraiment mettre en avant les conséquences de ce type d'acte. Et la troisième fois, l'internaute peut se faire carrément retirer sa connexion Internet, avec éventuellement, en fonction du volume de ce qui a été téléchargé, une amende assez salée. Et je pense que la plupart des gouvernements sont en train de regarder comment ça fonctionne en France, et ça m'étonnerait pas qu'un de ces jours, on voit ça arriver au Canada. Oui, David, puis en plus, moi, écoute, ben, je veux pas bifurquer de sujet avec l'actualité qu'on est en train de discuter, là, mais je pense que la piraterie va toujours être là, va toujours rester tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas un genre d'Internet qui va être appliqué. Donc, j'avais entendu parler, je ne sais pas si tu en avais entendu parler, là où ce qu'on voulait dire, tu vas avoir accès à Netflix, ça te coûte 5$ par mois, tu vas avoir accès à Facebook, c'est un autre montant, puis tous les services comme là seraient séparés de l'Internet, l'Internet serait plus juste un gros tunnel, on paierait un peu comme des chaînes à la télévision pour les avoir, mais là, je pense qu'il pourrait y avoir une restriction d'appliquer un petit peu plus serrée là-dessus, mais je pense pas que si l'Internet reste comme qui est aujourd'hui, qu'ils vont réussir à anéantir la piraterie, là. Mais il y a un concept qui est en vogue depuis quelque temps, que certaines institutions défendent, qui est le concept de la licence globale, qui me paraît vraiment intéressant, c'est-à-dire que plutôt que d'essayer de punir, de mettre des restrictions sur les téléchargements, de punir les gens qui téléchargent illégalement, il serait possible éventuellement, puis ça se ferait sur, j'allais dire une base volontaire, mais en fait il faudrait que ça soit imposé, de mettre quelque chose comme, mettons, 5$ une taxe, une autre taxe en fait de 5$ sur chaque connexion Internet. Si par exemple c'était appliqué au Québec, on parle de dizaines, voire de centaines de millions de dollars annuellement qui pourraient être collectés par foyer, pas par foyer, mais à grandeur de la province, puis si on l'applique à grandeur du pays, ce qui représenterait pas loin du double, voire du triple de ce que les ayants droit réels, les artistes et tout ça, je dis pas que les compagnies de distribution et les producteurs n'ont pas droit à leur argent, mais quand tu regardes en bout de ligne, les artistes, c'est ceux qui touchent souvent le moins, surtout les petits artistes. Donc, ces gens-là, grâce au principe de licence globale, pourraient bien souvent toucher beaucoup plus d'argent qu'ils ne touchent, et le piratage serait quasiment enrayé parce que les gens paieraient pour ce qu'ils téléchargent. Oui, exactement. Un peu comme les CD-ROM, la taxe qui avait été ajoutée, là, ou ces trucs-là, mais je pense que si on voudrait enrayer, exemple, le piratage complètement des systèmes, on va mettre globalement, pas globalement, mais exemple juste la vidéo, si on irait avec des systèmes comme Netflix où on charge 7,99 par mois pour avoir accès à une bibliothèque, mais là, à la place d'avoir juste celle de Netflix qu'on a présentement, là, tous les films, on charge un peu plus cher, ben je pense qu'il n'y aurait juste plus de piratage si on aurait accès légitimement à tout ça, là. Oui, c'est vrai. Parlons un peu des médias sociaux. Je regardais un petit peu, je suivais l'actualité en Europe, mais surtout en Afrique du Nord. On a vu ce qui s'est passé en Tunisie. Les gens se sont beaucoup rassemblés pour aller manifester grâce aux médias sociaux. Facebook a joué un grand rôle. Twitter aussi, évidemment, c'est facile, hein, tu lances un tweet, tous les gens qui sont abonnés savent où tu t'en vas, savent où est le point de réunion et de la manifestation en particulier dans ce cas-là. La Tunisie a eu sa révolution des jasmins et c'est en train de faire un petit peu boule de neige. On voit que en Égypte en ce moment c'est en train de monter aussi la contestation et le gouvernement égyptien a appris à ses dépens malheureusement que les médias sociaux pouvaient jouer contre lui et rapidement les Facebook et Twitter se sont trouvés bloqués.
Eh oui, bloqué de l'Égypte entière, hein, dans le fond, là, ils n'ont pas accès du tout à ces deux services-là. Parce que les gens, ils ont vu rapidement, hein, c'est facile, regarde, t'envoies un tweet, t'appelles tes amis, le gouvernement égyptien a dit oh là là, ça s'est passé en Tunisie, ça va pas bien. Sauf que là, bon, il y a un petit peu plus de contrôle, ils ont appris des erreurs de la Tunisie, je sais pas jusqu'où ça va pouvoir aller, mais les gens vont trouver probablement d'autres façons de se parler via Internet, ça c'est clair. Et Oui, pour rester dans les réseaux sociaux, pour terminer, je sais pas si t'as vu je sais pas si tu connais l'histoire du cordonnier mal chaussé, mais ouais. le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a vu sa page personnelle Facebook qui a été piratée. Ouais, ouais, puis ça a l'air qu'il y a beaucoup de personnes qui ont aimé ça parce que il y a eu beaucoup de j'aime à son post étrange qui a été posté, mais il y a pas eu on n'a pas eu de comeback de Monsieur Zuckerberg, par exemple, là-dessus. Là. Non, mais je pense que la compagnie a décidé de laisser passer, pardon, de laisser passer et de à fermer carrément la page, le temps de trouver où était la faille. Et puis, bon, regarde, pardon. On va la voir revenir d'ici quelques heures, tout certainement. Mais bon, il y a rien. Mais ça m'a juste fait beaucoup rire quand j'ai vu ça parce que c'est vraiment, il prône la sécurité, il prône la solidité de Facebook. Et puis c'est le boss, le créateur de Facebook qui se fait rentrer dedans directement. C'est assez drôle. Puis la faille de Pour- sécurité, peut-être que David, je voulais pas te couper là, mais peut-être que c'est peut-être juste encore ce qui arrive à la plupart des gens. C'est pas une question de mot de passe, c'est une question de piraterie. Il a peut-être juste laissé son ordinateur ouvert dans un café internet à quelque part. Va savoir, écoute, hein, tu sais, regarde, on en fait tous des niaiseries de même. Aujourd'hui, regarde, je vais finir rapidement avec les actualités. J'ai reçu, en revenant du CES, au CES, j'avais vu chez Samsung certains de leurs nouveaux appareils. J'avais fait des demandes, puis aujourd'hui, j'ai le plaisir de voir dans mon livreur FedEx qui m'a apporté le Galaxy S, dont je vais reparler d'ici quelques jours, qui est un téléphone intelligent sous Android. Et puis, quelque chose que j'attendais vraiment avec impatience, qui est la Galaxy, la tablette Galaxy. J'avais eu l'occasion de la voir au lancement à Montréal il y a quelques semaines. Je l'ai vu au CES. C'est une autre tablette sous Android qui a l'air vraiment performante, en tout cas au niveau du toucher et de la réponse. C'est vraiment agréable. C'est plus petit qu'un iPad, mais bon, j'en reparlerai d'ici quelques temps. On va continuer à discuter. On a d'autres choses à se raconter. Ça va être assez intéressant. Bon, ben parfait. Dans cette partie spécifique du webcast, en fait, j'ai envie de répondre un petit peu à des questions que me posent mes lecteurs. Je suppose que les tiens aussi doivent de temps en temps. Toi, tu traites un peu plus de technologie de façon plus hardcore, donc tes lecteurs sont probablement plus connaisseur de technologie en profondeur que les miens, mais tu dois recevoir aussi du courrier de gens qui te demandent de développer des choses. Et quelque chose qui revient assez souvent de la part des miens, c'est comment on fait pour s'enregistrer un nom de domaine. Et il y a pardon, il y a une certaine confusion entre les noms de domaine, l'hébergement Internet, qu'est-ce que c'est. C'est quelque chose qu'on pourrait essayer de développer un petit peu. Oui, parce que c'est ça, là, les gens souvent pensent que c'est un gros package deal où vont aller faire affaire avec des firmes qui vont leur proposer tout ça. Mais il commence à y avoir beaucoup de gens qui veulent se partir des petits blogs, des petites pages web, puis tout ça, puis ils essayent aussi d'aller chercher leurs propres ressources pour faire ça eux-mêmes. Puis là, ben, ils tombent un peu dans la confusion là, parce que c'est ça, il y a le point .com, il y a l'hébergement, il y a la création, c'est quand même trois choses différentes, il faut savoir. Là, donc, il faut éclaircir peut-être un peu ça pour les gens. Là. Tu peux peut-être commencer avec le point .com, dans le fond. Là. Effectivement, parce que un nom de domaine, si vous avez une idée, si vous avez eu envie de vous acheter un nom de domaine, il est important déjà dans un premier temps de savoir si vous faites l'achat par vous-même ou si vous faites affaire avec un professionnel qui va s'occuper des démarches à votre place. Dans les deux cas, ça va vous coûter de l'argent, c'est certain, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la dépense peut aller du simple au triple. Un nom de domaine, par exemple, un des plus gros fournisseurs de noms de domaine sur l'internet est la compagnie GoDaddy, godaddy.com, qui va vous vendre des noms de domaine à partir des .com en général autour d'une dizaine de dollars canadiens, qui va se charger donc de l'héberger et de le rediriger vers l'endroit où vous voulez où votre site internet va être hébergé. La difficulté dans les noms de domaine, c'est que il faut en trouver un.
Parce que vous pouvez avoir une très bonne idée, vous pouvez vouloir prendre par exemple votre nom de famille, puis vous, par exemple moi dans mon cas, j'ai voulu enregistrer lobjoie.com, puis hey, je me suis aperçu que je suis pas le seul à m'appeler comme ça dans le monde évidemment, donc il est déjà pris. Alors, soit je trouve une variante, soit j'essaie de contacter la personne qui en est propriétaire, voir s'il veut me le revendre. C'est bien compliqué. Donc, si vous avez une bonne idée, la première chose à faire, c'est vous rendre sur un site comme GoDaddy et taper dans la case de recherche le nom en question pour voir s'il est disponible. Puis là, s'il est disponible, bonne nouvelle, parce que ça va vous coûter environ 10 dollars si vous le faites l'enregistrement par vous-même. Et tant que vous paierez l'achat, en fait la location de l'attribution de ce nom de domaine, qui peut être une attribution annuelle ou aux 2 ans ou aux 5 ans, j'attends si j'ai bonne mémoire, là, je sais plus trop. Ouais, il me semble que 5 ans on peut le prendre, hein, le nom de domaine. Vous allez vous trouver avec un nom qui va vous coller à la peau, qui va rester toujours pour vous et que vous allez pouvoir attribuer à votre site. Mais il y a le nom de domaine, mais à côté de ça, il faut savoir comment le pointer. Donc, explique-nous voir un petit peu, Jonathan, ce que c'est que rapidement la notion de DNS. Bon, ben, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que le nom de domaine, si vous faites affaire avec une firme, okay, le nom de domaine, c'est pas la firme qui va être propriétaire de ce nom de domaine-là. Ben, elle peut l'être, là, mais il faut demander que ce soit nous. Parce que c'est deux choses. Le nom de domaine est seulement que le .com qui va rediriger, dans le fond, les gens vers une adresse IP qui va être le serveur où va héberger votre site web. Donc, c'est vraiment deux choses totalement différentes. Puis, pour rediriger, dans le fond, votre nom de domaine sur votre serveur, là, ça peut être la firme ou le créateur du site web qui va faire ce truc-là. Sauf que faudrait dire, David, aux gens, ce qui est important quand vous achetez un .com, il y a 3 places où on peut inscrire des noms. Il y a l'acheteur, l'administrateur, puis le soutien technique. Ce serait important d'avoir son nom, le nom de la personne à une des 3 places parce que c'est important que le nom de domaine vous appartienne à vous. Puis s'il y a des renouvellements à faire, parce que c'est pas un achat que vous faites, là, ça va être une location. Donc, vous allez être averti par courriel un petit peu avant que votre location finisse de renouveler. Puis si vous avez des problèmes aussi avec la firme, le créateur de site web, peu importe, le .com va être à vous. Puis vous allez pouvoir faire ce que vous voulez avec. Le .com peut être redirigé vers un hébergeur différent sans nécessairement que vous ayez à changer quoi que ce soit, là. Ouais, et puis ce qu'il faut mentionner aussi, c'est que souvent les compagnies qui vendent des noms de domaine, si vous voulez pas vous embêter à chercher une compagnie pour héberger votre site internet, des compagnies, encore une fois comme GoDaddy, mais il n'y a pas que lui, hein, on peut en chercher un peu sur internet, on peut en trouver d'autres, proposent aussi en même temps un forfait qui va intégrer aussi l'hébergement non seulement de votre site internet, mais aussi de vos courriels. Donc des fois c'est à considérer parce que quand on regarde l'achat entre le nom de domaine qui coûte une dizaine de dollars, si vous faites affaire avec un professionnel qui va s'occuper de la gestion et tout ça peut vous coûter jusqu'à 20, 30 dollars maximum. Dépasser 30 dollars, ça commence à devenir un peu abusif. Enfin, ça dépend du nom de domaine. Les .com, en général, vous allez trouver ça, un professionnel va vous faire ça vers une dizaine, 10, 15, 20 dollars. Si vous faites affaire avec un professionnel pour avoir un .ca, par exemple, il y a d'autres étapes qui rentrent en ligne de compte pour enregistrer un nom de domaine .ca. Il y a d'autres documentations à remplir sur Internet. Il faut prouver que vous êtes résident canadien, ou prouver que vous avez une entreprise. Donc c'est un peu plus compliqué, c'est plus de temps. Donc c'est ça qui justifie en gros le temps supplémentaire. Donc le 30, des fois 40, même 50 dollars en fonction de certaines compagnies pour enregistrer et gérer ce nom-là. Oui, puis les .ca, David, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est très important quand vous allez vous inscrire, exemple, avec une compagnie comme GoDaddy, vous allez faire l'achat de votre nom de domaine, de bien mettre votre courriel, parce que la CIRA, la compagnie qui s'occupe des .ca au Canada, va vous envoyer un courriel, puis même si GoDaddy vous a activé votre .ca, que vous avez mis les bonnes adresses IP pour rediriger vers le serveur, il ne sera pas actif tant aussi longtemps que vous n'aurez pas répondu à votre courriel de la CIRA. Voilà. Parce que bon, ensuite, si pour les noms de domaine aussi, il y a des options qui permettent de l'auto-renouveler. C'est-à-dire que si vous allez recevoir annuellement le courriel qui va vous aviser qu'il faut renouveler votre nom de domaine, mais si vous avez coché la case Auto-Renew, il va être renouvelé automatiquement et la somme va être débitée automatiquement sur la carte de crédit que vous aviez utilisée la fois précédente. Évidemment, si entre-temps vous avez changé de carte de crédit, ben, le auto-renew va se faire, mais malheureusement la carte de crédit va pas fonctionner et si vous n'avez pas regardé votre courriel, vous allez perdre votre nom de domaine. Si par malheur vous perdez votre nom de domaine, si vous passez la date de renouvellement, il y a une période, on va dire, de 30 jours
ou vous pouvez essayer de récupérer le coup. Bien sûr, à la seconde où votre nom de domaine va être dû et qu'il n'aura pas été renouvelé, le site internet qui est en arrière du nom de domaine va lui être désactivé. Mais vous n'allez pas perdre votre nom de domaine tout de suite. Vous avez 30 jours, vous allez avoir 5, 6, peut-être 7 rappels de la compagnie qui vous l'a vendu pour renouveler parce qu'ils veulent vous garder comme client, mais aussi ils sont conscients que si vous renouvelez pas votre nom de domaine et que par exemple vous êtes une entreprise, vous allez perdre l'usage de votre site internet. Puis là, il y a tout un tas de bazar qu'il faut après faire pour récupérer le nom de domaine. C'est vraiment compliqué. Oui, parce qu'il tombe aux enchères automatiquement. Hein? Oui, ça, il tombe aux enchères. Et parce qu'il y a certaines compagnies qui, par exemple, si vous avez un nom de domaine qui est très porteur, qui est très intéressant, il y a certaines compagnies qui vont tenter de le racheter, qui vont faire des enchères sur votre dos pour tenter de le racheter. Alors, faut faire attention à ça parce que vous pouvez le perdre à la seconde près, du moment où vous le perdez. Si quelqu'un a cliqué la case back order sur ce nom de domaine-là et que vous l'avez pas renouvelé, c'est sûr que vous l'avez perdu à la seconde où vous l'avez pas renouvelé. Et puis il y a beaucoup de compagnies qui vont acheter ces noms de domaine-là juste pour les revendre s'ils voient qu'il y a beaucoup de clics sur ce nom-là. Fait que vous allez peut-être être capable de le racheter, mais ça peut vous coûter très cher par contre. Effectivement. Bon, bah, écoute, je pense qu'on a parlé tout ce qu'il fallait des noms de domaine. On va arrêter là pour aujourd'hui. C'était notre premier test. C'était ça pour cette semaine. On va essayer de s'améliorer. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les poster aussi bien sur Technovore que sur Synchroblog. Vous avez nos deux adresses qui sont en dessous ou sur la vidéo. J'attends vos commentaires. N'hésitez pas. Merci Jonathan. Et puis on se reparle Merci bientôt. David. À plus.